Voilà, bonjour. Donc, comme convenu, on attaque la dernière partie de cette introduction à l'analyse limite plastique, donc des structures, qui va nous permettre de faire une analyse relativement simple, c'est ce que j'avais promis en tout cas, d'une structure composée de barres et dans son plan. Alors, bon, on a toute une série d'hypothèses de la méthode que je rappelle ici. Toute barre est caractérisée par son moment plastique qui est associé à celui de sa section transversale. Donc on a MP, qu'on note, ou MP, MPL, qu'on note M plastique donc. Éventuellement, on pourrait avoir un moment plastique positif, différent d'un moment plastique négatif. Donc ça, c'est une possibilité. On ne va pas trop l'utiliser dans les notations, parce que vous allez voir que le plus et le moins, on va les utiliser plutôt pour des bornes supérieures et des bornes inférieures. Donc on va supposer dans le cadre de la présentation qui est faite ici, et c'est surtout et uniquement pour ne pas alourdir la notation, on va supposer que le moment plastique positif est le même que le négatif. Le matériau, il a une ductilité suffisante pour permettre la formation de tous les rotules plastiques. La section droite des barres permet une rotation de la rotule jusqu'à l'apparition du mécanisme complet. Et donc, en fait, on limite l'analyse aux sections de classe 1 et 2, parce que pour les classes 3 et 4, soit on n'atteint pas purement et simplement le moment plastique, soit on n'a pas, pour la classe 4, soit on n'a pas la possibilité d'atteindre une capacité en rotation suffisante. Pour la classe 3, on suppose que la valeur de M plastique n'est pas affectée par l'effort axial ni l'effort tranchant. On suppose qu'il n'y a pas d'instabilité prématurée, mais bon, exactement comme on le faisait en linéaire. On suppose qu'il y a un chargement radial qui est représenté à l'aide du multiplicateur lambda qui va multiplier les charges, qui sont des charges de référence. On suppose que l'analyse peut être faite au premier ordre, donc que les déplacements sont suffisamment faibles pour ne pas modifier le mode d'action des forces appliquées, et on suppose que tous les assemblages sont capables de transmettre le moment résistant de la barre. Sinon, on aurait localement utilisé un moment résistant réduit, c'est-à-dire en fait que si on voit par exemple un assemblage entre une colonne et une poutre comme ceci, si là-bas on a un petit élément qui est un assemblage et que le moment résistant de l'assemblage est inférieur au moment plastique de la barre et inférieur au moment plastique de la colonne, eh bien on formera une rotule dans l'assemblage à cet endroit-là, et dont la valeur limite, ou dont la valeur du moment résistant, sera en fait simplement la valeur du moment résistant de l'assemblage, qu'on va noter M plastique. Alors on a deux familles qui sont les mêmes familles que les familles habituelles de théorèmes, tous ceux qui sont basés sur la statique, et tous ceux qui sont basés sur la cinématique. Statique, c'est-à-dire sur les efforts, et ceux qui sont basés sur la cinématique. Alors, il faut revoir peut-être un tout petit peu les descriptions qu'on avait eues au début, les descriptions tout au début qu'on avait faites des différents théorèmes qu'on utilise. Dans le premier, on utilise une petite variation au sens cinématique du terme d'un équilibre, comme la fameuse balle dans le fond de la cuvette. Souvenez-vous, je vous rappelais que si on perturbait la position de la balle, donc sa configuration déformée, c'est pour ça qu'on l'appelle cinématique, parce que ce qu'on perturbe, c'est delta. En fait, si la configuration est une configuration d'équilibre, alors l'énergie potentielle totale ne varie pas. H ne varie pas. Et donc, on écrivait dans ce cas-là que delta U est égal à delta W. Et par contre, dans le cadre de tous les théorèmes statiques, de nouveau, je vous laisse revoir ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait discuté à l'époque. En fait, on va plutôt travailler sur des perturbations de sollicitation, qui sont des perturbations de sollicitation en équilibre sur la structure. Et grosso modo, le théorème statique, lui plutôt, il dit, si on a une structure qui est déjà en équilibre et qu'on la perturbe en lui ajoutant un système de sollicitation qui est également en équilibre et d'amplitude infinitésimale, la structure reste en équilibre. Et donc là, on travaille plutôt avec les notions complémentaires, donc d'énergie interne complémentaire et de travail des forces extérieures complémentaires. Voilà, et donc ce qu'on va faire ici, c'est développer systématiquement les deux méthodes, sachant qu'il y en a une qui sera notre méthode préférée, qui est exactement la méthode cinématique. Alors ces deux méthodes, cinématique et statique, on va voir qu'en fait, elles fournissent d'une part une estimation du multiplicateur des charges qu'on va appeler le multiplicateur limite, obtenu par le théorème statique, qui en réalité est supérieur au multiplicateur réel. Par contre, le théorème statique, il va nous donner un multiplicateur qui, lui, est inférieur au multiplicateur réel.
Et donc, si on trouve des conditions qui nous permettent de vérifier à la fois le théorème statique et le théorème cinématique, eh bien, on va arriver à ce qu'on appelle alors le théorème d'unicité. On en parlera tout à la fin dans les quelques dernières minutes, mais vous pouvez déjà à présent comprendre que si on a une valeur du multiplicateur qui est à la fois plus grande ou égale au multiplicateur réel et à la fois plus petite ou égale au multiplicateur réel, bien, c'est évident que la valeur du multiplicateur qu'on obtient, elle est égale au multiplicateur réel. D'accord, donc je vais commencer à passer essentiellement du temps sur la partie statique, parce que c'est vraiment la méthode qu'on va utiliser le plus, qui est le plus utilisée aussi dans la pratique. Alors donc celle-là, elle se base sur le théorème des déplacements virtuels. Donc c'est celui que je viens de rappeler, c'est celui de la balle dans le fond de la cuvette qu'on perturbe légèrement. Et donc ce que le théorème dit, c'est que si on impose pour un corps déformable en équilibre, le travail virtuel de déformation est égal au travail virtuel des forces extérieures. Donc si on impose un champ de déplacement qui est cinématiquement admissible. Donc ce champ de déplacement cinématiquement admissible, eh bien, il se traduit par les valeurs de déplacement cinématiquement admissible, qui sont ces trois valeurs-là, déplacement et rotation cinématiquement admissible. Elles s'associent au niveau des efforts intérieurs, elles s'associent à des variations de courbure, d'élongation ou de glissement au niveau des sections, qui sont des valeurs aussi qu'on va noter ou qu'on va qualifier de virtuelles, parce qu'elles sont obtenues ou dérivées directement du champ virtuel delta qui est choisi. Et bien, ce que le théorème des déplacements virtuels nous dit, c'est que si maintenant on considère les sollicitations extérieures qui sont en équilibre avec les vraies charges intérieures sous l'effet de ces sollicitations-là, eh bien en fait, le travail virtuel de déformation, c'est-à-dire le delta U, le travail virtuel de déformation, c'est le membre de droite, est égal au travail virtuel des forces extérieures, delta W, c'est le membre de gauche. Alors, on a quelques notations qui sont des notations un petit peu pièges ici. On utilise MI pour représenter un moment appliqué, un moment extérieur appliqué. Donc on va au moins momentanément, on fera peut-être des exercices un petit peu plus tard avec des moments concentrés sur des portiques, mais au minimum, on va momentanément supprimer ce terme-là. Ok, ensuite, on va avoir des moments plastiques. Pourquoi est-ce qu'on les supprime? Pour ne pas les confondre avec les moments plastiques, qui sont eux des moments internes. Alors voilà ce que le théorème cinématique nous dit. Donc ça, c'était juste un rappel du théorème des déplacements virtuels. Celui-là, on l'a bien compris. Dans le théorème des déplacements virtuels, donc on a une chose qui est vraiment très très importante, c'est que les forces extérieures sont en équilibre avec les efforts intérieurs. Et que le champ qu'on choisit, delta ici, il est tel que toutes les déformations virtuelles qu'on obtient ou qu'on va devoir utiliser sont associées à ce champ de déplacement virtuel. Infinitésimal, cinématiquement admissible. Alors, ce que le théorème cinématique nous dit, c'est ceci. On l'appelle aussi le théorème de la borne supérieure. Okay, c'est une terminologie qui est bien connue. Si tôt ou tard, vous êtes amené à travailler dans un contexte anglophone, ce théorème s'appelle en anglais « the upper bound theorem ». Et alors voilà ce qu'il nous dit. Soit un mécanisme de ruine cinématiquement admissible, jusque-là on sait de quoi on parle, qui est caractérisé par le champ delta phi, celui-là on peut le laisser entre parenthèses si on ne met pas vraiment de moment appliqué au nœud, et par delta θj, qui sont des rotations relatives au niveau des rotules. Donc celui-là s'apparente plutôt au delta chi qu'on avait ici, et une démonstration de la dernière vidéo qui dit qu'en fait, si la courbure tend vers l'infini, sur une longueur qui est infiniment petite, ceci revient à avoir, donc l'intégrale de 0 à L de m delta chi ds, revient à avoir exactement m fois delta θ. Donc delta θ, c'est la rotation relative entre les deux extrémités d'une rotule plastique. Alors, soit mj bar, des moments associés aux rotations delta θj. Ok, c'est excessivement important. On n'est plus en train de parler du théorème des déplacements virtuels, ou dans le théorème des déplacements virtuels, les grandeurs qui se trouvaient là-bas, j'ai insisté là-dessus, les grandeurs qui se trouvaient là-bas, c'était des grandeurs qui étaient en équilibre avec les charges extérieures. Okay, ici, c'est plus le cas. Les m bar, ce sont des valeurs qui sont associées aux rotations
par la loi d'association, ou la loi d'écoulement plastique. Alors ce que le théorème de la borne supérieure nous dit, c'est que si on calcule le multiplicateur lambda à partir de cette équation-là, vous voyez que c'est excessivement simple, hein, au membre de gauche, on a lambda plus multiplié par quelque chose étant la somme sur le lambda et la somme sur le lambda. Donc le lambda plus, on peut l'obtenir simplement en divisant le membre de droite par ce qui se trouve dans la parenthèse ici. Bien, si on calcule le multiplicateur critique, le multiplicateur lambda plus, pardon, il n'est pas critique, il est limite, si on calcule ce multiplicateur limite par cette formule-là, alors on obtient une estimation par excès du multiplicateur réel. Voilà, et donc c'est excessivement important ou intéressant comme théorème, parce que ça veut dire que si on était capable de calculer l'ensemble de tous les mécanismes de ruine cinématiquement admissibles pour une structure donnée, eh bien en fait, il suffirait de calculer d'obtenir la valeur minimale de ce multiplicateur qui est une valeur par excès, de manière à obtenir le multiplicateur réel. Alors, donc attention, les charges extérieures qui viennent aux membres de gauche, oui, ok, les MI, on les a supprimés, on n'en a plus, elles ne sont plus en équilibre avec les moments dans les rotules plastiques, c'est ce que j'expliquais, d'accord? Donc on n'a pas d'équilibre ici, on n'est pas en train de regarder un cas particulier du théorème des déplacements virtuels, pour lequel, par contre, là, on avait bel et bien l'équilibre. Ok, donc ce n'est pas un cas particulier du théorème des déplacements virtuels. Par contre, les champs delta-delta et les rotations au niveau des moments appliqués, on n'en a plus besoin, et les rotations relatives au niveau des rotules, par contre, eux, ils sont bel et bien reliés par les conditions cinématiques du champ virtuel choisi. Alors, je rappelle ici rapidement la règle d'association. On sait que le moment est égal au moment plastique positif, si θ est positif, donc s'il y a une rotation, le moment est égal au moment plastique. Si une rotation négative, le moment est égal à moins le moment plastique. Et s'il n'y a pas de rotation relative entre les deux extrémités de la rotule, alors le moment il se trouve quelque part entre les deux, mais on ne sait pas très bien où. Alors, ce qu'on peut voir pour commencer, c'est que l'égalité, elle est satisfaite, donc c'est-à-dire que lambda plus est égal à lambda réel. Cette égalité est satisfaite pour le mécanisme réel. En effet, si on considère le vrai mécanisme, donc c'est-à-dire qui est tel qu'il est caractérisé par les champs delta-delta et delta-θ. Et dans ce cas-là, on sait que l'équilibre il est satisfait, donc on peut utiliser le théorème des déplacements virtuels. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir le cas dans lequel on retrouve l'égalité? On part du théorème des déplacements virtuels parce que on sait que la structure elle est en équilibre et on va juste particulariser le théorème des déplacements virtuels en disant que le delta-delta correspond au vrai mécanisme de ruine. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on écrit le théorème des déplacements virtuels, dans delta U, bien, cette intégrale ne donne que ceci. C'est ce que je viens de rappeler rapidement. Et puisqu'en fait, dans le mécanisme réel, les moments plastiques sont associés aux rotations par la loi d'écoulement, parce que justement c'est le mécanisme réel, et bien en fait, tous les M plastiques qui sont là-bas sont exactement égaux au mj bar. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si donc le delta U qui est là-bas n'est rien d'autre que le membre de droite qui apparaît dans le théorème des déplacements virtuels, et donc vous voyez que si on écrit le théorème des déplacements virtuels, on voit que lambda fois la somme des fi delta delta plus la somme de intégrales des pi s'il y avait des charges uniformément réparties, delta delta ds, est égale à l'intégrale de m delta qui, mais cette intégrale de m delta qui, c'est le delta u. On a dit que c'était égal à la somme des mi bar multiplié par delta θ. Ok, je vais simplement faire une copie de ceci. Le recopier là où on en était, pour que ce soit plus clair. Voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû le copier juste ici en dessous. Et vous voyez que donc, si on veut calculer le lambda comme étant la somme des m bar divisé par la somme des fi delta, etc.,
eh bien qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver exactement le même résultat que ce lambda-là, qui est le lambda réel. Pourquoi est-ce que c'est le lambda réel? Parce que j'ai utilisé le théorème des déplacements virtuels pour écrire et calculer ce lambda réel. D'accord? Et donc en fait, on a une vraie association entre les moments plastiques et les m-bars, qui sont les moments associés au mécanisme qu'on a choisi. Alors bon, deuxième étape, on peut toujours écrire le théorème des déplacements virtuels pour le système en train de s'effondrer. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours le droit de faire. Donc au moment où le système s'effondre, on a le droit d'écrire le théorème des déplacements virtuels. Et donc toujours dans le vrai mécanisme, donc on va continuer de choisir le vrai mécanisme, mais par contre, on va le faire de sorte que les efforts extérieurs, avec le vrai mécanisme, sont en équilibre avec les moments intérieurs. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est... on va supposer maintenant que pendant que la structure est en train de s'effondrer dans le vrai mécanisme, on va perturber la structure avec un champ de déformation cinématiquement admissible qui n'est pas le même que le vrai champ de déformation qui correspond à la ruine de la structure. D'accord? Donc ceci, c'est le champ cinématiquement admissible il est affin ou il est proportionnel ou bien il correspond, si vous voulez, au vrai mécanisme. Je vais mettre parallèle au vrai mécanisme. Et ceci, c'est un, peu importe lequel, hein, c'est un champ cinématiquement admissible. Donc je vous rappelle ce que ça veut dire, cinématiquement admissible, c'est-à-dire que les conditions limites doivent être vérifiées, la continuité du matériau doit être vérifiée. Ok, et a priori, donc c'est ce que je dis, a priori, le mode qu'on est en train de considérer, il est différent du vrai mode de ruine. Alors, puisque les sollicitations réelles sont en équilibre avec les moments plastiques, on peut appliquer le théorème des déplacements virtuels. Donc on va appliquer le théorème des déplacements virtuels, mais cette fois, vous voyez que dans le théorème des déplacements virtuels, on a bel et bien l'équilibre entre les charges extérieures et les moments à l'intérieur. Puisque au moment où la structure est en train de s'effondrer, en équilibre avec les charges extérieures, on a des moments plastiques, M plastique J, qui apparaissent dans certaines rotules, qui sont les rotules qui tournent dans le vrai mécanisme. Okay, celles qui sont réellement activées dans le vrai mécanisme. Alors ce qu'on fait, c'est que maintenant on va considérer comme champ cinématiquement admissible ce champ cinématiquement admissible qui a priori est quelconque. D'accord? Et donc cette équation, elle est clairement vérifiée. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette relation? Donc les moments plastiques sont les moments plastiques réels, en équilibre avec les sollicitations, et non pas les moments mj bar, qui sont ceux associés aux rotations delta θ j du mécanisme qu'on vient de choisir. Okay? En fait, ils ne sont associés aux rotations delta θ j que si les delta θ j, donc les rotations relatives dans le mécanisme cinématiquement admissible qu'on a choisi, correspondent en réalité aux rotations relatives du vrai mécanisme de ruine. Okay, donc, hors de cette équation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut extraire la valeur du lambda réel, et il suffit donc de diviser les deux membres de l'équation par les sommes, et voilà ce qu'on obtient pour la valeur du lambda réel. Alors, à côté de ça, dans le théorème cinématique, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini le lambda plus. Ceci, c'est une définition, hein. Il faut voir ceci comme une définition du lambda plus. Et le théorème cinématique, il nous dit que si vous définissez le lambda de cette manière-là, c'est-à-dire si vous dites que lambda plus est égal à une expression qui en fait est tout à fait similaire, c'est ça parfois qui est un peu frustrant ou perturbant. La grosse différence ou la seule différence, c'est qu'on a remplacé les moments plastiques par des m-bars, qui sont des moments qui sont associés par les règles d'association aux rotations relatives dans les delta θ. D'accord? Donc si on définit le lambda plus de cette manière-là, alors on voit en fait que si on fait le rapport membre à membre de ces deux équations-là, on voit que le lambda plus sur lambda réel est égal au rapport de ces deux sommes. Alors, au niveau de cette somme, vous voyez qu'on a des rotations qui sont des rotations relatives, qui sont celles du champ, je le rappelle, cinématiquement admissible quelconque.
D'accord? Donc lui, il est quelconque, c'est celui qu'on a choisi. Étant donné qu'il y a des rotations relatives en certaines sections, mais pas toutes, en fait, toutes celles où déjà il n'y a pas de rotation relative, elles peuvent sortir de la sommation. Donc on peut limiter la somme uniquement aux rotules qui tournent. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que les m-bars, eux, ils sont associés au delta θ j. Ils vont ensemble. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si delta θ j est différent de 0, donc c'est-à-dire qu'on est uniquement dans le premier cas et dans le dernier cas, on voit que si θj, donc c'est-à-dire ici delta θ j, parce qu'on a un champ virtuel, donc si le delta θ j est positif, alors le mj bar est positif. Si le delta θ j est négatif, alors le mj bar est négatif. Et donc, a fortiori, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir au numérateur une somme de m bar delta θ j qui ne sont que des nombres positifs. D'accord? Par contre, les m plastiques j, donc c'est-à-dire les vrais moments plastiques dans les endroits où on a observé les rotules de ce mécanisme cinématiquement admissible quelconque et choisi de manière arbitraire, par contre, donc, ces moments plastiques-là ne sont pas nécessairement associés par les lois d'association. Et donc ça veut dire que les moments plastiques ici, ils peuvent être tantôt positifs, tantôt négatifs, voire même quelque part entre le plus moment plastique et le moins moment plastique. Et donc en fait, et au pire, en valeur absolue, donc, les moments plastiques J, ils sont égaux aux moments plastiques qui ont été utilisés dans les mj bars là-bas. Et donc en fait, on voit qu'on a des compensations, au dénominateur, et le dénominateur, il est donc bien plus petit que le numérateur. Et donc le quotient est plus grand que 1. Si le quotient est plus grand que 1, vous voyez que donc, le lambda plus, qui est calculé par la formule du théorème cinématique, est toujours plus grand ou égal au lambda réel. Alors oui, on peut trouver aussi un cas lambda plus égal à moins lambda réel, on en parlera peut-être dans des exercices, mais ça voudrait dire qu'on a choisi un mécanisme qui est le mécanisme réel, en fait, changé de signe. Ok, bon, je peux vous montrer un petit exemple, deux petits exemples vraiment très très simples. Celui de la première structure. Bon, il faut qu'on devine le mécanisme de ruine de cette structure quand elle est en train de s'effondrer. En fait, il n'y a pas beaucoup de secrets, puisque là, on a une structure qui est 2 fois hyperstatique, donc il nous faut 3 rotules. Et en plus, elle est symétrique, donc en fait, les rotules, elles vont très certainement se placer à ces endroits-là. Ok, donc là, en fait, on est plutôt à la mi-travers. Mon dessin n'est pas très précis. Voilà. Et donc, le mécanisme de ruine, mais vous l'aurez deviné, il va ressembler à ceci. Et donc, si on dit que autour du mécanisme de ruine que je ne représente pas, ou on pourrait imaginer, si vous voulez, que le mécanisme de ruine, je le représente avec une amplitude infinitésimale, et la variation autour du mécanisme de ruine pendant que la structure est en train de s'effondrer, je la représente avec ce delta θ. Donc là, il y a un angle delta θ, là, il y a un angle delta θ, et ici, il y a la somme des deux delta θ. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le lambda plus, s'il fallait le calculer, on le calcule par application de cette formule-là. Et l'application de cette formule-là, je vais la recopier ici. Oups, pardon. Voilà, je vais la recopier ici. Elle va nous dire simplement que le lambda plus est égal... je ne vais peut-être pas résoudre l'équation tout de suite, donc je vais dire lambda plus multiplié par le travail des forces extérieures dans ce champ virtuel choisi. Il n'y a pas de force concentrée, donc ça disparaît. Il y a des charges uniformément réparties, donc je dois faire les charges uniformément réparties fois le delta delta. Et donc ça va nous faire, en fait, réviser un tout petit peu nos bonnes vieilles tables de mort, puisqu'on doit avoir l'intégrale d'une charge rectangulaire multipliée par un triangle, et donc où la valeur qui se trouve au milieu est égale à delta θ multiplié par L demi, c'est le déplacement au milieu. Et donc le travail de la force dans ce déplacement-là, souvenez-vous, c'est en fait un rectangle fois un triangle, donc c'est 1 demi mml dans les tables de mort. Donc j'écris simplement ici 1 demi lambda plus P fois delta θ L demi fois L. Et ça, c'est égal à la somme des moments plastiques fois les rotations. Bien, j'ai une rotule qui tourne ici à gauche d'une quantité delta θ, et la valeur du moment, elle est égale au moment plastique.
j'en ai une au milieu qui tourne d'une quantité de delta θ, avec une valeur du moment qui est égale au moment plastique, et la dernière à droite, où le moment plastique vaut mp, qui tourne d'une quantité delta θ. D'accord? Vous vous souvenez que dans l'application, c'est probablement pas cette formule que j'aurais dû recopier, mais c'est plutôt celle-ci que j'aurais dû recopier. Donc dans l'application du théorème cinématique, les m bar sont les valeurs des moments qui sont associés au delta θ. Et donc en fait, la méthode, elle est excessivement simple, on n'a pas à se tracasser. Au membre de droite ici, on n'ajoute que des choses qui sont positives. Donc je me suis même pas tracassé des signes, je vais simplement copier, je vais simplement ajouter des valeurs qui sont des valeurs positives. Voilà, je vais supprimer ça et plutôt considérer ceci. Voilà. D'accord? Et donc en fait, quand on résout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on va trouver que au membre de gauche, lambda plus, on va avoir p L carré sur 4. On peut simplifier gauche et droite par le delta θ. Tout ça est égal à 4 mp. Et donc le lambda plus est égal à 4 fois 4, 16 mp. Je mets de lambda plus fois p divisé par L carré. Et ça devrait correspondre exactement à une valeur que nous avions déjà vue beaucoup plus tôt dans nos petits exercices. Voilà. Lambda U ultime fois P est égal à 16 m plastique sur L carré. Et donc ce que le théorème cinématique nous dit, il nous dit que vous calculez un lambda plus, et cette valeur-là, elle est plus grande ou égale à la valeur du vrai multiplicateur. En l'occurrence, ici, elle est égale. D'accord? Donc on ne s'est pas trompé, c'est très très bien. Ok, exemple 2. Si on a une charge qui est une charge concentrée à mi-travers, on va avoir un mécanisme qui est tout à fait similaire. Et donc je vais écrire l'équation tout de suite. Lambda plus multiplié par le travail de la force. Donc cette fois-ci, c'est le premier terme dans l'équation du théorème cinématique. Donc le travail de la force, donc ce sera lambda f fois L demi delta θ, c'est le déplacement vertical de la charge dans le mécanisme, est égal à 4 m plastique. Et donc lambda plus f égale 2 fois 4, 8, fois m plastique sur L. Je vous l'avais promis, hein, je vous avais dit qu'on n'avait pas besoin de regarder l'histoire au complet. On a exactement la même chose que ce qu'on avait calculé, avec un calcul beaucoup plus long la dernière fois, qui nous a fait passer par une analyse élastique. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, on a des méthodes qui nous permettent d'être beaucoup plus rapides, à condition de ne s'intéresser qu'à la charge ultime. Ok, donc voilà, si vous avez bien compris ça, je crois que vous avez compris l'essentiel de ce qu'il faut pour pouvoir faire l'analyse des structures avec le théorème cinématique. Et donc, une petite procédure rappelée ici pour l'application facile et simple de ce théorème. Elle consiste à dire que, 1, il faut choisir un mécanisme. Donc, on choisit un ensemble de rotules qui correspondent à un vrai mécanisme, donc tel que, quand elles se forment, on atteint la ruine. On va déterminer la rotation dans chacune des rotules. Donc, il faut bien imposer une première rotation quelque part. Exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, on a imposé une rotation ici à gauche, delta θ, et puis après les autres des rotations, elles sont déduites sur base de la géométrie. À partir du moment où le mécanisme s'est formé, si on connaît une amplitude quelque part dans le mécanisme, on peut la calculer partout dans le mécanisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer le moment plastique dans chaque rotule avec son signe. En fait, ce qu'on va déterminer surtout, c'est le m bar. Okay? Donc c'est ça qu'on dit quand on parle du moment plastique dans chaque rotule, c'est le m bar dans chacune des rotules. On va déterminer les déplacements des points d'application des sollicitations. Ensuite, on va calculer le travail virtuel qui correspond à la dissipation plastique dans les rotules. Donc c'est la somme de mj bar fois delta θj. On calcule le travail virtuel des forces extérieures delta w, c'est le membre de gauche dans le théorème cinématique. Et puis on calcule le multiplicateur lambda plus. Voilà. Étant donné que la valeur est une valeur obtenue par excès du multiplicateur réel, on est tenté de recommencer l'opération avec d'autres choix de mécanismes jusqu'à ce que la valeur obtenue pour lambda plus soit la plus petite possible.
Voilà, alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi est-ce qu'on parle de plusieurs mécanismes? Vous vous demandez peut-être ça. En fait, parce que parfois, il peut y avoir plus de sections critiques que de zones où... Plus de sections critiques. Hop là, ça a un petit peu bougé. Let me check. Il pourrait y avoir plus de sections critiques, c'est ça le problème, que de rotules à former pour obtenir la ruine. Bon, hop, problème technique. Bon, je suppose que ça disparaîtra tôt ou tard. Exemple, si on prend une poutre qui est encastrée, soumise à une charge ici et une charge là-bas. Et si je vous demande de calculer la ruine de cette poutre, en fait, il n'y a pas de raison que ce soit fort différent en termes d'hyperstaticité par rapport à tout à l'heure. On continue à avoir h égale 2, donc au minimum 3 rotules pour former la ruine. 3 rotules à la ruine. Et 3 rotules à la ruine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parmi les 4 sections critiques, on doit en choisir uniquement 3. Donc il est possible, il est éventuellement possible d'avoir une ruine avec uniquement ces 3 rotules-là. D'accord? Si je regardais donc une ruine avec uniquement ces 3 rotules-là, qu'est-ce que j'obtiendrais? J'obtiendrais à coup sûr ceci. Alors on peut le calculer pour le fun. Voilà. Je vais dire qu'on a donc L sur 3, L sur 3 et L sur 3. Et donc si on paramétrise tout ceci, si je dis que là on a le delta θ, on va avoir lambda F, lambda plus, fois la force, si on suppose qu'on a une force appliquée là, qui est la même que celle qui est appliquée là, multiplié par le déplacement de la charge, donc c'est-à-dire L sur 3 delta θ, et ceci doit être égal à la somme des moments fois les rotations. Alors donc si on a le même moment plastique partout, on va avoir, de nouveau vous le voyez, c'est facile, on va avoir une fois delta θ, on va avoir 2 fois delta θ et une fois delta θ. Et donc au total on a 4 m plastiques delta θ. Et donc ce mécanisme aurait tendance à nous dire que le lambda plus est égal à 3 fois 4, 12 mp sur L. D'accord? Lambda plus fois F est égal à 12 mp sur L. Alors, je sais pas pourquoi un truc pas normal. Ça. Ok, voilà. Alors si on choisit maintenant un autre mécanisme, par exemple, pardon. On va prendre ce mécanisme-là pour changer. Voilà, comme ceci. Là, on a une force. Là, on a une force. Alors là, on va supposer qu'on a de nouveau delta θ. Si on a delta θ, ici, on a 2 delta θ. Là, on a 3 delta θ. Et donc, lambda F. La première force, elle va travailler avec, ici, un déplacement qui vaut L sur 3 fois delta θ. La deuxième force, elle va travailler avec un déplacement qui vaut 2L sur 3 fois delta θ. Donc ceci, en soi, ça fait L delta θ. Et donc tout ça est égal à 1 plus 3 plus 2. Donc ça nous fait 4, 5, 6 m plastique delta θ. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? Lambda plus F est en réalité égal à 6 m plastique sur L. Cette valeur-là étant inférieure à l'autre, et bien évidemment, le mécanisme de ruine, il est beaucoup plus proche de 6 m plastique sur L que de 12 m plastique sur L. On pourrait essayer toutes les combinaisons possibles. Et donc, c'est un petit peu l'idée. Approche systématique.
on pourrait essayer tous les mécanismes possibles. Donc on va calculer le degré d'hyperstaticité, donc on connaît le nombre de rotules à former, qui est égal à h plus 1. Donc il nous faut m rotules à former parmi un nombre n de sections critiques. Et donc on va regarder toutes les combinaisons de m parmi n, qui valent donc n factoriel sur m factoriel plus n moins m factoriel, comme faire vos cours de statistiques ou de combinatoire. Et pour chacun de ces mécanismes, on va calculer le multiplicateur associé, et puis on va garder le minimum. Voilà, alors ça fonctionne bien si le nombre de combinaisons est faible, à modéré, c'est-à-dire soit si m est petit, soit si n moins m est petit. Bon, ça vous pouvez vous en rendre compte parce que m et n moins m jouent un rôle similaire au dénominateur ici. Prenez quelques exemples et vous verrez que le nombre de combinaisons qu'on obtient, il est relativement faible si m ou bien n moins m est petit, c'est-à-dire égal à 1 ou 2, éventuellement 3, mais beaucoup plus ça devient compliqué. Exemple, si h est égal à 1 et m est égal à 2, m est égal à 2, ça reste petit, donc c'est abordable. Et si en plus n est égal à 4, le nombre de combinaisons est égal à 6. Et dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine de les tester. Ok, j'ai un exemple juste derrière pour les tester toutes. On pourrait revenir rapidement sur cet exemple-là et se demander si en fait, c'est bizarre parce que la poutre elle est symétrique, et pourquoi est-ce qu'on verrait apparaître un mécanisme qui est antimétrique. Donc en fait, on a un autre mécanisme qui conviendrait tout aussi bien que celui qu'on a calculé, et qui est celui-là. Et naturellement, vous comprenez bien que la valeur du multiplicateur qu'on va calculer dans ce cas-là serait exactement la même. Il n'y a pas de raison qu'il soit différent. Donc c'est-à-dire qu'en fait que cette rotule-là va se produire en même temps que l'autre. Et en fait, si vous vous souvenez ce que j'ai raconté la dernière fois, à propos des mécanismes plus que parfaits, ce qui risque de se passer avec ce type de structure-là, c'est qu'on va avoir deux rotules qui apparaissent en même temps exactement au moment de la ruine. Et donc en fait, le mécanisme de ruine qu'on va observer pour cette poutre ressemble plutôt à ce mécanisme-là. À moins qu'il y ait une toute petite dissymétrie au niveau de la structure qui fasse en fait que le moment plastique ne soit pas parfaitement le même à gauche ou à droite, ou que les charges ne soient pas parfaitement centrées. Et dans ce cas-là, le mécanisme pourrait être un petit peu différent. Ok, donc ça c'est la forme du vrai mécanisme. Et en fait, si on avait supposé dès le départ que c'était la forme du vrai mécanisme, donc on aurait là-bas une rotation delta θ. Vous voyez qu'ici on a la même rotation delta θ. Là on a une rotation donc, de delta θ également, et là à nouveau une rotation de delta θ. Et donc qu'est-ce qu'on aurait calculé pour ce type de mécanisme? Le travail des forces, donc lambda F fois L sur 3 delta θ. C'est le travail de la force de gauche. Je vais te remettre des lambda pour être complet ici. Voilà. Et puis on a la même chose pour le membre de la force de droite. Elle se déplace verticalement de la même quantité. Et tout ça, donc, c'est égal au travail dans les rotules, 4 delta θ m plastique. Toc toc toc. Et on arrive quoi? Simplifier. Et on arrive à la même réponse que lambda plus fois F est égal à 6, le moment plastique sur L. Ok, donc en fait, ces trois mécanismes-là, ils ont exactement le même multiplicateur limite. Et donc très probablement, on aurait une ruine, c'est quelque chose qui va témoigner du fait qu'on aurait une ruine qui est plus que complète. Alors, je peux montrer un autre petit exemple ici, qui consiste à dire, on va essayer de le développer peut-être davantage, cet exemple-là. Qui consiste à dire ceci. On a un portique qui est appuyé simplement des deux côtés, donc on a H égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. H est égal à 1, parce que si je mettais une rotule là-bas, ça me ferait un arc à 3 rotules, tout simplement. Donc il me faut 2 rotules. M égale H plus 1, le nombre de rotules, égale 2. Alors combien est-ce qu'on a de sections critiques? Là, ce n'est pas une section critique. Pourquoi? Parce que c'est un appui où on sait que le moment est égal à 0, donc il ne pourra jamais atteindre le moment plastique. Là, on a une section critique, parce qu'il y a une charge appliquée au milieu d'une barre. Là, il y a une section critique parce qu'on est en extrémité d'une barre.
Là, il y en a une autre. Milieu d'une barre sous une charge appliquée. Extrémité de barre. Et ce sont les 4 seules sections critiques. Ok, donc en fait, on est exactement dans le cas de figure qui était déterminé ici. M est égal à 2, N est égal à 4, et donc on a 6 combinaisons possibles. Numéroter les sections critiques, 1, 2, 3, 4, et puis regardez toutes les combinaisons possibles de 2 parmi 4. Donc on a 1, 2, ici, et puis on a 2, 4, et puis on a 1, 4, 2, 3, 1, 3, 3, 4. Alors pour chacune de ces combinaisons, après, il faut arriver à tracer le mécanisme. Le mécanisme pour la première combinaison, il est représenté ici. On fait tourner uniquement ces 2 rotules-là, et il n'y a pas de raison que le reste tourne. Là, si on introduit une rotule ici, au coin, et une rotule au coin, on va avoir une déformation, un mécanisme qui s'appelle un mécanisme de panneau. Le premier, on l'appelle un mécanisme de poutre. Pour le deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez que la forme de la déformée, elle va ressembler à ceci. Donc en fait, la moitié supérieure, là-bas à gauche, elle va rester verticale. Et on va avoir un mécanisme qui ressemble à ça. Je vais vous expliquer dans une minute comment on fait pour dessiner les mécanismes et pour qu'on est sûr que les mécanismes ressemblent à ça. Et puis après, en dessous, on a encore quelques autres mécanismes qui sont un peu plus compliqués. Je vais en prendre un, je vais le détailler. On va commencer par celui du milieu parce qu'il a l'air d'être relativement simple. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va supposer d'abord qu'on a une rotation quelque part. Disons ici delta θ. On comprend bien dans celui-là qu'on va avoir un mécanisme que j'appelle mécanisme de panneau. Et donc là, on a une rotation relative au niveau du nœud qui est égale à delta θ, c'est le même angle. Pareil là-bas, on a une rotation relative qui vaut delta θ, c'est le même angle. Et pareil en bas. Ou bien on voit ça si vous voulez, parce que le déplacement ici horizontal, il est égal à delta θ fois la hauteur du portique. Et la hauteur du portique, elle vaut 2h. 2L. Donc si on voulait calculer dans ce mécanisme-là toute une série de choses qu'on peut de manière assez sympathique regrouper dans un tableau. Vous voyez que je suis en train de parler de cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la rotule numéro 2 dans le mécanisme qu'on regarde, la rotule numéro 2, elle tourne avec une rotation delta θ. Alors pourquoi est-ce que je la prends avec un signe positif? Parce que de nouveau, c'est comme d'habitude, on doit définir une fibre de référence pour les moments positifs qui est celle-là, qu'on va utiliser aussi pour les rotations positives. Et là, vous voyez qu'au niveau du nœud 2, l'angle s'ouvre. Donc s'il s'ouvre, ça veut dire qu'en fait, on a dû appliquer un moment positif pour passer de là à là. Okay, le moment, il est défini positivement comme ceci, avec la fibre de référence qui est là-bas. Et vous voyez bien que là, on a une ouverture de l'angle. Donc le moment, il est positif. Donc on a un plus delta θ. En revanche, ce qui se passe à droite, on voit qu'on a un angle qui se ferme. Et si on a un angle comme ceci qui se ferme, c'est qu'on a dû appliquer un moment négatif. Et donc la rotation, je vais la prendre avec son signe et je vais indiquer qu'on a une rotation qui vaut moins delta θ. Tout ça pour calculer au bout du compte le 2m plastique delta θ, ou de toute manière, si vous voulez, je les ai pris en valeur absolue. Okay, donc ça a l'air d'être insignifiant pour le moment, mais il est important malgré tout de pouvoir bien les calculer. Alors après, on doit calculer le travail des forces extérieures. Bien, la force qui est verticale au milieu, elle ne travaille pas du tout. D'accord, c'est là, puisqu'elle ne se déplace pas verticalement. Celle-là, elle se déplace ici, le lambda f qui est là-bas, se déplace de 2L delta θ. Le lambda f qui est ici de 1 fois L delta θ, si bien qu'au total, on a une force, un travail des forces extérieures qui vaut 3 lambda f fois L delta θ. Et donc, en égalant ces deux grandeurs-là, qui sont les deux grandeurs qui nous viennent du théorème cinématique, on voit que le lambda fois f L sur m plastique, on fait passer simplement le 3 au membre de droite, est égal à 2 tiers. D'accord? Donc le lambda f est égal à 2 tiers. En fait, il se trouve que parmi tous les mécanismes, c'est la valeur minimale. Donc ça, c'est le vrai mécanisme de ruine. Ceci dit, tant qu'on n'a pas testé les autres, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Bon, je vais en prendre un autre qui est un petit peu plus compliqué, et qui est celui qui est en haut et à droite. Donc celui où on a une rotule à mi-hauteur du poteau gauche, et dans le coin supérieur droit. Alors il faut qu'on arrive à déterminer
la forme du mécanisme ou la configuration déformée, si vous voulez, de cette structure quand elle est à la ruine. Alors on pourrait imaginer que la partie rigide ici en forme de L, on pourrait imaginer qu'elle pivote ou qu'elle tourne en plus de se déplacer. D'accord? Donc c'est important de pouvoir la dessiner correctement. Pour quelle raison? Parce que si elle pivote ou si elle ne pivote pas, par exemple, le déplacement du point d'application de la force qui se trouve ici va changer. Et donc le travail des forces extérieures, elle va changer en fonction de la forme du mécanisme. Okay, c'est un mécanisme à 1 degré liberté, parce qu'on a formé le nombre strictement nécessaire de rotules. Et donc, la forme du mécanisme, elle est juste unique. Alors, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que, et ça vous allez certainement bien le comprendre, c'est que tous les éléments de la colonne qui doivent tourner autour de ce point-là, qui est un point fixe, on va l'appeler le centre instantané de rotation de cette barre-là, mais tous les points, ils doivent tourner autour de la rotule, et donc ils doivent se déplacer transversalement. Pourquoi transversalement? Parce que si je prends chacun des points et que je les relie au centre instantané de rotation, c'est comme si j'avais le centre d'un cercle, et puisqu'on est en train de regarder des déplacements qui sont des déplacements infinitésimaux, mais chacun des points doit se déplacer radialement. Donc je le prends, je le relie au centre de rotation, et le déplacement du point, il doit être perpendiculaire, ou il doit être tangentiel. D'accord? Donc chacun des points se déplace transversalement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un autre morceau de structure, qui est celui-là, avec des points qui doivent aussi se déplacer transversalement. Comme ceci. Et donc lui, cet élément de structure, il a aussi son centre instantané de rotation qui est là-bas. Alors, qu'est-ce que je dois dire après? J'ai un troisième élément de structure qui est celui-ci. Et qui nous dit quoi? Qui nous dit en fait que si les points inférieur gauche, donc c'est une partie qui doit rester rigide, le coin inférieur gauche ne peut se déplacer que dans cette direction-là, parce qu'il appartient en même temps à la frontière avec l'élément en rouge dont le centre instantané de rotation est ici. Le point qui se trouve là-bas, il est à la limite de l'élément bleu dont le centre instantané de rotation est là-bas, donc il ne peut aussi se déplacer que dans la même direction, que transversalement. Et donc en réalité, la partie supérieure ne peut faire que de se déplacer transversalement. Et donc si je trace le mécanisme associé à ceci, eh bien je vais avoir quelque chose comme ceci, avec le même déplacement en tête. Le déplacement en tête, donc si je note la rotation ici, delta θ, là on a un déplacement qui nous vaut delta θ fois L demi. C'est le même déplacement que celui qui est là-bas, delta θ fois L demi. Et donc... Oups, non, sorry, ce sont des L pour la longueur de la demi-hauteur déjà. Ça a déjà été divisé par 2. J'avais pris la notation expressément pour. Et donc, en fait, on voit que la rotation qui est là-bas, c'est delta θ demi. Delta θ demi. Donc voilà, donc si on a compris ça, en fait, on a compris le début de ce que c'est qu'un centre instantané de rotation. On peut faire le même petit exercice pour les signes des moments. Vous voyez que ici, au niveau de la rotule numéro 1, on a une flexion positive, un moment de flexion positive, donc plus delta θ. Au niveau de la rotule qui se trouve ici au-dessus, on a une flexion qui est négative, et donc moins delta θ sur 2. Au niveau du calcul du delta U, on s'en fout, on les ajoute en valeur absolue, ça nous donne 3,5, m plastique delta θ. Et puis pour le travail des forces extérieures, il faut regarder les déplacements de chacun des points. On en a un là, on en a un là. Et donc ça nous donne au total 2 lambda plus. D'accord? On fait l'égalité entre les deux, et ça nous donne la valeur de lambda plus égale à 3 quarts. À peine supérieur, mais tant pis, c'est supérieur, donc ce n'est certainement pas ce mécanisme-là qui est le mécanisme de ruine. Ok, allez, on fait l'exercice pour le premier, je crois que c'est relativement important. On va faire l'exercice pour le premier. Donc avec une rotule mécanique ici, une rotule plastique là-bas, une rotule plastique là-bas, et une rotule mécanique ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-bas? Je peux dire, j'aurais peut-être dû garder des couleurs. Ce morceau-là, il est le même que l'autre. D'accord? Donc son centre instantané de rotation, il est là. Et tous les points ne peuvent que se déplacer transversalement.
comme ceci. Le deuxième, le morceau du milieu, il est un peu plus compliqué, puisque lui, il est connecté à deux rotules. Donc, je vais plutôt regarder le morceau qui est appuyé à droite. Ce morceau-là qui est appuyé à droite, comme ceci, puisqu'il a un appui qui est ici, lui, il a un centre instantané de rotation qui est là-bas. Et donc, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, tous les points qui sont ici, ils doivent se déplacer transversalement. Et puis, tous les points qui sont ailleurs, ils doivent se déplacer perpendiculairement à la droite qui les relie au centre instantané de rotation. Ok, y compris le dernier point, ok, et c'est probablement celui qui va nous intéresser le plus jusqu'ici, y compris donc le dernier qui se déplace dans cette direction-là. Et c'est la seule possibilité. Alors, qu'est-ce que je vois maintenant pour la dernière partie, la partie centrale, ici? C'est que je vois que cette partie centrale, elle a un point qui ne peut se déplacer que dans cette direction-là. Ça veut dire que si je cherche son centre instantané de rotation, eh bien, il doit absolument se trouver sur cette droite-là. Je vois aussi qu'elle a un autre point qui doit se déplacer dans cette direction-là. Donc ça veut dire que son centre instantané de rotation, il doit se trouver absolument sur cette droite-là. Et donc ça veut dire que la position de son centre instantané de rotation est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe maintenant, on peut imposer un déplacement, une rotation ici d'une quantité delta θ. Si on a une rotation d'une quantité delta θ là-bas, la partie mauve doit avoir un centre instantané de rotation donc, qui est le point qui ne bouge pas, donc qui est là-bas. Et donc, en fait, on constate simplement qu'on va récupérer delta θ en dessous, au-dessus, et rien du tout pour le reste de la structure. Ok, et c'est la raison pour laquelle on arrive au mécanisme 1,2 qui se trouve là-bas. Alors, je peux peut-être en donner encore un autre exemple, et puis après, je vous laisserai travailler les suivants. On va faire l'exemple 2-3, d'accord, avec un mécanisme, avec des rotules plastiques au nœud 2 et 3. Vous allez voir qu'on atteint un niveau de complexité qui est un tout petit peu, mais à peine supérieur. Donc on a une rotule ici, et on a une rotule là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va d'abord commencer, pour être relativement systématique, ce qu'on peut faire, c'est toujours commencer par les zones qui sont appuyées sur des rotules. Cet élément-là, son centre instantané de rotation, il est ici. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? Ce morceau de structure, donc cet élément-là, son centre instantané de rotation, il est ici. Alors, qu'est-ce que je vois? Mais je vois que le point qui se trouve là-bas, il doit avoir absolument... il ne peut se déplacer que transversalement. Donc ça veut dire qu'il doit avoir son centre instantané de rotation nécessairement sur cette droite-là. Le point qui se trouve ici, il ne peut se déplacer que perpendiculairement à cet axe. Et donc son centre instantané de rotation, il doit nécessairement se trouver sur cet axe. Et donc, par conséquent, pour l'élément en Parme, qui contient les deux nœuds dont je viens de parler, eh bien nécessairement, son centre instantané de rotation, il doit être ici. Ok, et donc maintenant, si on veut tracer le mécanisme, bien on va imposer une rotation, disons, delta θ ici. Delta θ. Si on connaît la rotation delta θ, en fait, on voit que dans l'élément mauve, donc ça, ce sera la rotation d'ensemble de l'élément rouge. On voit que dans l'élément mauve, mais le point rouge se déplace ici, et donc lui, il tourne d'une quantité delta θ comme ceci. Mais s'il tourne d'une quantité delta θ comme ça, eh bien ça veut dire que l'autre nœud, le point bleu, donc de manière à ce que tout l'élément en Parme tourne de la même quantité, il va tourner d'une quantité delta θ. Et donc, on va voir, je vais le tracer peut-être en traits plus foncés. Donc ceci, c'est l'image de l'élément rouge. Là, l'image de l'élément Parme. Et puis, à partir du moment où on a la valeur de la rotation,
on a aussi celui-là qui tourne de la même quantité. Donc ici, je dirais, au bout du compte, c'est facile, puisque tout le monde tourne de la même quantité, et donc on doit avoir la même rotation, qui est la rotation delta θ ici aussi. Et donc, en définitive, voilà la configuration du mécanisme. Voilà la configuration du mécanisme de ruine quand on a une rotule ici et une rotule là-bas. Voilà, alors puisque après pour le calcul des rotations relatives, je dirais c'est pas trop compliqué, puisque cet élément-là, on a vu qu'il tournait d'une quantité globalement de delta θ. En fait, les valeurs des rotations, maintenant, on peut les associer non plus à des nœuds, mais à des éléments complets, puisque ce sont des éléments rigides. D'accord? Donc l'élément rouge a tourné d'une quantité delta θ. L'élément parme ou mauve a tourné d'une quantité delta θ. Et donc ici, on voit qu'on a une ouverture de plus de delta. Et puis, l'ouverture qu'on va voir ici, c'est une fermeture en réalité, donc on va avoir un moins 2 delta θ. Ok, ça correspond à un moment négatif. Et donc on va voir simplement nœud 2 et au nœud 3, un plus 2 delta θ et un moins 2 delta θ. Ok, pour le travail des forces extérieures, je vous laisse faire la vérification, mais vous verrez assez facilement que vous pouvez calculer les déplacements de chacun des nœuds grâce aux rotations calculées. Ok, et ça on peut le faire dans des configurations qui sont même parfois jusqu'à un petit peu plus compliquées, comme celles qu'on voit dans le 1.3 et le 1.4. Ok, c'est un bon exercice, je pense, de refaire ces exercices-là. Ok, donc on a fait l'utilisation du centre instantané de rotation, je l'ai expliqué, je pense suffisamment bien pour que ce soit clair. Je peux revenir juste sur un tout petit détail. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Vous voyez, on a vu que ici, le point ne peut se déplacer que vers la gauche ou vers la droite. Donc le centre instantané de rotation de la pièce verte doit se trouver sur cette droite-là. Le centre instantané de rotation aussi, puisque le nœud de droite ne peut se déplacer que vers la droite, le centre instantané doit se trouver sur cet axe-là. Et en fait, le centre instantané de rotation, il est à l'infini. Et quand on a un centre instantané de rotation à l'infini, c'est qu'en fait, on n'a rien d'autre qu'une translation. Et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé pour tracer notre premier mécanisme. D'accord, donc je n'en dis pas plus. Vous avez quelques exemples ici, un peu plus détaillés, pour expliquer comment fonctionne le centre instantané de rotation. Mais si vous avez compris comment ça fonctionne sur base de l'exemple, vous avez tout compris. Alors, une autre méthode qui est utilisée couramment, c'est celle de la méthode de combinaison par combinaison de mécanismes élémentaires. Donc tous les mécanismes, en fait, peuvent s'obtenir par des combinaisons de mécanismes élémentaires, qui sont soit des mécanismes de poutre, soit des mécanismes de panneaux, soit des mécanismes de nœuds. Alors les mécanismes de poutre et de panneaux, on les a déjà rencontrés. Les mécanismes de nœuds, je pense qu'on les détaillera le jour où on les rencontrera dans des exercices. Mais en fait, ce que je veux simplement vous dire ici, c'est que on peut essayer donc d'obtenir des estimations des mécanismes ou des formes des mécanismes en combinant des formes élémentaires. Par exemple, je pourrais très bien retrouver un mécanisme où il ne se passe rien, par exemple, au niveau du nœud central, si j'avais ajouté un mécanisme de poutre positif à gauche avec un mécanisme de poutre négatif à droite. Et on voit que ceci reste parfaitement rectiligne. Et donc dans ce cas-là, au lieu de former une rotule dans la poutre, on forme une rotule dans la colonne. Ça va nous être utile. Pour quelle raison? Parce que pour générer des mécanismes qui ont l'air d'être un petit peu farfelus, comme les mécanismes qui sont ici, eh bien en fait on pourrait très bien dire que le mécanisme qu'on voit là-bas, le mécanisme 1,3, n'est peut-être en réalité rien d'autre qu'une combinaison linéaire de deux autres mécanismes. Par exemple, je ne sais pas, le 1,2 et le 2,3, on voit bien que si on arrive à se débrouiller pour que la rotation de la rotule 2 au bout du compte disparaisse, la rotule 2, si elle arrive à disparaître, ben il nous reste 1,3 uniquement, hors de 1,2 et de 2,3. Alors pour quelle raison est-ce qu'on peut les combiner linéairement les mécanismes? Ben parce qu'on a fait l'hypothèse qu'on était en petit déplacement, c'est pas une hypothèse, c'est simplement parce qu'on a des déplacements qui sont cinématiquement admissibles. Et donc vu que les déplacements sont petits, on peut ajouter les champs qui sont cinématiquement admissibles. Une somme de deux champs cinématiquement admissibles reste cinématiquement admissible. D'accord? Donc, dans le théorème des déplacements virtuels, le travail des forces extérieures est additif, le travail des forces extérieures delta U, il est additif, et évidemment, le théorème des déplacements virtuels, il reste valable. Si vous voulez appliquer le théorème des déplacements virtuels pour un champ et pour un autre,
Eh bien, et si vous voulez l'appliquer pour la somme des deux champs, eh bien, il suffit d'additionner membre à membre les deux termes du théorème des déplacements virtuels. Okay. Par contre, dans le théorème cinématique, le membre de gauche, delta W, lui, il est additif. Par contre, le membre de droite ne l'est pas, car il est obtenu par la règle d'association. Donc je reviens rapidement là-dessus. Donc dans le membre de gauche, au niveau du théorème cinématique, le voilà. Vous voyez bien que si vous faites delta 1, et puis vous faites la même chose avec un delta 2, et puis que vous faites la même chose avec delta 1 plus delta 2, ben vous obtiendrez pour le membre de gauche la somme des deux résultats obtenus avec delta 1 et delta 2 séparément. Par contre, au membre de droite, il y a une grosse différence. C'est que les m bars, ils doivent être associés au delta θ. Et donc si un delta θ par chance était positif dans le delta 1, négatif dans le delta 2, et se retrouve nul dans le delta 1 plus delta 2, eh bien en fait, le m bar qui était là-bas était un coup positif, un coup négatif, puis doit nécessairement être nul. Et donc, vu que les m bars sont obtenus par la règle d'association, bien, le membre de droite n'est pas quelque chose d'additif. D'accord? Donc, on a le droit d'additionner les travaux, on a le droit d'additionner des forces, on a le droit d'additionner les amplitudes pour obtenir les mécanismes, mais par contre, on n'a pas le droit, quand on applique le théorème cinématique, on n'a pas le droit d'additionner les travaux qui correspondent à la dissipation dans les rotules. Alors, donc ce qu'on peut faire, on peut démontrer, je passe la démo parce qu'elle n'est pas nécessairement évidente, s'il y a n sections critiques dans une structure en portique qui est h fois hyperstatique, alors il y a n-h mécanismes élémentaires. On note parfois ce nombre-là E, le nombre de mécanismes élémentaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le degré d'hyperstaticité, donc on connaîtra le nombre de rotules à former. On va déterminer le nombre de sections critiques où des rotules peuvent se former. On va déterminer un certain nombre de mécanismes élémentaires, comme n-h. On va calculer tous les multiplicateurs lambda plus qui y correspondent. Et puis, on va essayer de combiner deux ou plusieurs mécanismes de manière à obtenir directement un nouveau multiplicateur. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de garder le minimum. Et puis après, j'en ai pas encore parlé, vérifier que le diagramme des moments est bel et bien statiquement et plastiquement admissible, ce qu'on appelle licite, de manière à s'assurer qu'on a bel et bien le bon mécanisme. Exemple, dans l'exemple de la page 233, on avait trois mécanismes différents. Les mécanismes élémentaires, ben on a un mécanisme je vais reprendre l'exemple. Voilà. Alors, on a un premier mécanisme élémentaire qui est un mécanisme de poutre. Celui où on a la rotule 1 et la rotule 2 qui travaillent. On va avoir un deuxième mécanisme élémentaire qui est aussi un mécanisme de poutre. C'est celui où on a les rotules 2, 3 et 4 qui travaillent. Le voilà. Et puis après, on va avoir le troisième mécanisme élémentaire qui est un mécanisme de panneau où on va voir uniquement les rotules 2 et 4 qui travaillent. 2 et 4, 2, 3, 4, et ici 1 et 2. Alors pour chacun de ces mécanismes élémentaires, c'est facile. C'est facile de déterminer les rotations. Vous voyez ici, le mécanisme 1, c'est celui que j'ai noté ici, avec la rotule 1 et la rotule 2. Le mécanisme 2, avec la rotule 2 et 4, c'est le mécanisme de panneau. Et puis le mécanisme 3, c'est celui avec le mécanisme de poutre ici au milieu. On reconnaît un -1 plus 2 -1. C'est bel et bien un mécanisme de poutre. Vous verrez qu'avec un petit peu d'habitude, vous les retrouverez facilement. Et puis pour chacun d'eux, là c'est important de ne pas se tromper, mais pour chacun d'eux, on peut calculer le travail des forces extérieures. Là, notamment pour le premier, vous voyez qu'on a uniquement un lambda F, etc. etc. Et pour chacun d'eux aussi, on peut calculer un travail des forces extérieures. Comment est-ce qu'on a fait? On a simplement fait la somme des valeurs absolues des nombres qui se trouvent ici. Donc 2 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 plus 1 égale 4. Et puis alors après, donc qu'est-ce que cette règle de combinaison nous dit? Cette règle de combinaison, elle nous dit simplement que si vous avez envie d'obtenir un nouveau mécanisme, ben vous pouvez l'obtenir par combinaison. Exemple, si on faisait 2 plus 3. Et si je fais 2 plus 3, vous voyez que là j'ai 0, puisque c'est delta moins delta.
Là, j'ai 0 plus 2 delta, donc il va me rester 2 delta. Et là, j'ai moins delta, donc j'ai moins 2 delta. Et vous voyez qu'en fait, en combinant les deux mécanismes 2 et 3, eh bien, je vais retrouver un mécanisme où seulement 2 et 3 tournent. Et celui où seulement 2 et 3 tournent, eh bien, en fait, c'est exactement celui-là, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on retrouve bel et bien, pour ceux-là, on retrouve bel et bien les rotations 2 delta et moins 2 delta. Et donc tout ça pour dire qu'avec des petits mécanismes élémentaires, on arrive à faire du bon boulot, très facile et très rapide, et plutôt que de chipoter avec des centres instantanés de rotation qui parfois sont un peu compliqués, eh bien on peut retrouver des mécanismes plus compliqués en recombinant des mécanismes élémentaires. Alors si on voulait maintenant évaluer le travail des forces extérieures, ben, on a dit qu'elles étaient également additives, et donc en fait il suffit de faire 3 plus 1 égale 4. Et puis maintenant pour calculer le travail delta U, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait 2 plus 2 en valeur absolue, et donc 4. Et donc, en égalant de nouveau ces deux termes-là, on a le multiplicateur exactement comme on l'avait fait au préalable pour ceux-là. Et donc, en fait, en faisant ça, on est capable très rapidement d'essayer d'obtenir et de trouver beaucoup d'autres combinaisons. Notamment, si on fait 2 moins 3 au lieu de faire 2 plus 3, vous voyez qu'il ne reste que la rotule 2 et la rotule 3. On retrouve, je suppose, exactement la même chose. Ah, pardon. Sorry, j'ai parlé de 2 et 3 tout à l'heure, alors qu'en fait, c'était 2 et 4. Mais je suppose que les conclusions sont les mêmes. Oui, effectivement, dans 2 et 4, on a une rotation delta θ et une rotation moins delta θ. Donc vu qu'en fait, on a la possibilité de le multiplier par 2, si j'avais décidé de multiplier tout par 2 ici, j'aurais obtenu moins 2 delta θ et 2 delta θ. Ok, donc tout ça était très bon et correspondait évidemment à ce que j'ai là. Le 2 et 3 nous donnent ce qu'on a ici, et puis finalement, on peut obtenir... Si on fait 2 fois le premier, donc vous voyez que des fois, il faut faire des combinaisons linéaires. Hein. Si on fait 2 fois le premier plus une fois le quatrième, eh bien on fait 2 fois le premier plus une fois le quatrième, donc ça fait qu'on a ici 4. 2 fois le premier, donc on a moins 2 plus 2, on a fait cette combinaison évidemment pour obtenir un 0 ici. 2 fois le premier, 0, plus une fois le quatrième, ça fait qu'on a moins 2, et on récupère le dernier type de mécanisme. Voilà un petit peu comment fonctionne la méthode par mécanisme. Donc simplement, c'est une méthode, retenez-le, qui va vous permettre d'obtenir très rapidement beaucoup d'autres mécanismes. Alors on essaie de les tester. Si on a la possibilité de les tester tous, ben, on essaie de les tester tous. On les obtient de manière assez rapide, généralement. Et si on n'a pas la possibilité de les tester tous, ben, on s'arrête. On prend, une fois qu'on est à court d'imagination, on prend celle qui correspond à la valeur du lambda, qui est le minimum. Et on postule au moins momentanément que c'est le mécanisme qui correspond au mécanisme de ruine, et le multiplicateur donc qui va correspondre à la ruine. On va faire une dernière chose, ce sera de vérifier que le diagramme des moments qui est obtenu est bel et bien statiquement et plastiquement admissible. Ok, je vais venir dans une seconde. Bon, je vois que le temps tourne, et au risque d'être un petit peu trop long, je préfère quand même passer cet exemple complet et on trouvera bien l'opportunité en classe pour le travailler avec vous. Okay, c'est un bel exemple qui fonctionne de manière paramétrée avec un H et un L ici et deux sollicitations. On a 1, 2, 3, 4, 5 sections critiques et vous voyez qu'on a plusieurs types de mécanismes qui peuvent apparaître. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que en fonction du rapport L sur H, qui est représenté ici, on a un multiplicateur de ruine pour chacun des mécanismes différents qui va être plus ou moins critique. Et en fait, on voit que le multiplicateur le plus petit, il est atteint quand L sur H est petit, il est atteint pour le mécanisme de Panot. Lorsque L sur H est dans une gamme intermédiaire, donc entre 1 et 4, on a un mécanisme qu'on dit combiné, parce qu'il fait apparaître à la fois des rotules dans les colonnes et dans les poutres. Et par contre, si on a une portée qui est très importante, alors on va finir par un mécanisme qui est un mécanisme de poutre. Okay, ceci est, je pense, assez logique. Si on a une grande portée, on aura plus de flexion dans les poutres. Et donc, on aura plus tendance à avoir un mécanisme de poutre. Si par contre, on a une section, un portique qui est plutôt trapu, comme ceci, il n'y a pas de raison qu'on fasse des rotules plastiques ailleurs qu'en fait aux quatre coins, et de transformer alors la structure en un panneau au moment de la ruine. Ok, donc c'est un exemple complet. Vous pouvez déjà l'étudier, je pense qu'avec ce que j'ai expliqué, vous avez tout pour bien le comprendre. C'est juste que je voudrais pas être trop long et ne pas insister là-dessus. Deux autres choses que j'ai prévu de voir en classe aussi avec vous, vous verrez ça avec Anas cette année, c'est ce qui se passe quand on a une charge uniformément répartie. Ok, l'exemple le plus simple,
que vous étudierez certainement, c'est celui-ci, celui d'une charge uniformément répartie et d'une poutre encastrée appuyée. Elle est exactement une fois hyperstatique, donc il nous faut 2 rotules. Une première rotule, très certainement au niveau de l'encastrement, et une deuxième rotule quelque part entravée. Mais où entravée? Est-ce qu'elle va se trouver exactement entravée à mi-longueur? C'est pas sûr, c'est même sûr en fait que non. Et donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va calculer le lambda plus avec la méthode cinématique en fonction de l'abscisse S qui correspond à la position de la rotule. Et puis qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on a envie de trouver la valeur de S qui va nous minimiser la valeur du multiplicateur. Et ça va nous donner le multiplicateur minimum, donc le multiplicateur à la ruine. Effet de l'exfort axial, donc là on étudiera aussi quelques structures avec des tirants. Vous verrez ce qui se passe quand, en plus d'un moment plastique, on va combiner ça avec des efforts normaux plastiques dans des tirants et des mécanismes où à la fois des tirants peuvent plastifier. Voilà, ceci clôture momentanément ce que je voulais vous raconter sur le théorème cinématique. Il y a un deuxième théorème qui est dual, celui-là je vais le passer, je ne vais pas donner de détails du tout sur ce théorème-là, parce que c'est un théorème qu'on n'aura pas l'occasion d'appliquer et qui de toute façon n'est pas beaucoup appliqué dans la réalité. Il se base sur le théorème des forces virtuelles qui est celui-là, et il nous dit simplement ceci. Il nous dit simplement le théorème statique que si on considère une distribution de moments m bar qui sont statiquement et plastiquement admissibles, alors en fait les efforts intérieurs sont en équilibre avec les charges extérieures caractérisées par le multiplicateur lambda-, qui est en fait une estimation par défaut du multiplicateur ultime réel. Donc en fait la distribution de moments m bar s est une distribution de moments intérieurs. On dit qu'ils sont statiquement admissibles. Pourquoi ? Parce que l'équilibre est vérifié sous l'effet de ces moments-là, et on dit qu'ils sont plastiquement admissibles, parce qu'on dit que le moment à l'intérieur de la structure, il est inférieur au moment plastique en toute section. Donc c'est-à-dire que nulle part on a dépassé le moment plastique. Et bien en fait, si on regarde maintenant donc, les charges extérieures qui sont en équilibre avec ces moments, donc ça veut dire qu'on est en équilibre avec les charges extérieures, ou en équilibre entre charges intérieures et extérieures. Si on regarde maintenant la valeur du multiplicateur des charges qui nous permet de faire en sorte que les charges extérieures soient en équilibre avec ces moments-là, généralement quand on dit plastiquement admissible, on va essayer de pousser le lambda- ou le multiplicateur jusqu'à l'atteinte du moment plastique au minimum quelque part, et bien en fait on obtient en réalité donc une estimation par défaut du multiplicateur réel. On a un lambda bar, un lambda-, le multiplicateur qui est plus petit que le lambda réel. Donc voilà, cette méthode-là, elle est relativement appréciée parce qu'on n'a pas besoin de mécanisme, c'est basé sur une méthode statique. Elle est assez facile à appliquer pour des structures simples, par contre excessivement compliquée pour des structures de forme beaucoup plus compliquées. Et elle est sécuritaire, donc ce qui est un avantage appréciable. La démonstration est tout à fait similaire à la démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Il y a juste une différence, c'est que la règle d'association, elle n'est plus avec les m bar, mais plutôt avec les m plastiques dans ce cas-là. Et nous amène donc à un quotient ici qui est plus petit ou égal à 1 par rapport à plus grand ou égal à 1 tout à l'heure. Je vous laisse lire la démonstration, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de la connaître si on ne l'utilise pas. Alors pour terminer, donc le théorème d'unicité donc, nous dit quoi? Que le multiplicateur de ruine exact, il est obtenu en combinant les théorèmes cinématiques et statiques. Et donc, je prends la version 2 parce qu'elle est plus souvent utilisée. Le multiplicateur de ruine réel est celui qui est obtenu en égalant le travail des forces extérieures et l'énergie dissipée dans le mécanisme de ruine cinématiquement admissible. Donc ça, c'est application du théorème cinématique qui va nous permettre de calculer un lambda+. Et ensuite de faire quoi? De vérifier que le diagramme des moments correspondants, obtenu en attribuant au rotule plastique le moment correspondant, ainsi que son signe, et en le déterminant par équilibre partout ailleurs dans la structure, reste plastiquement admissible. Donc si ce diagramme des moments reste plastiquement admissible, alors effectivement on a bel et bien trouvé le bon mécanisme, parce que ça veut dire donc que nulle part ailleurs dans la structure, aucune rotule ne s'est formée. Le lemme de Feinberg est quelque chose de relativement important, est attribué à une personne dont le nom est connu, mais j'avoue qu'en faisant un petit peu de recherche, j'ai eu du mal à trouver les origines de cette personne, et j'ai eu du mal à la situer sur une ligne du temps. Et en fait, elle nous dit simplement quoi? Que si on renforce un système de poutres fléchies en augmentant le moment plastique dans au moins une des sections, sans le diminuer nulle part ailleurs, alors le multiplicateur augmente. Ça, c'était
pour boucler la boucle et pour revenir vers la motivation de départ qu'on avait eue en démarrant l'analyse plastique, qui disait que si on ajoutait de la matière dans une structure, il était possible que le dimensionnement élastique nous interdise d'aller plus loin que là où on était avant. Et donc voilà, en fait, simplement le lemme de Feinberg est une application directe du théorème statique. Vous verrez de nouveau la démo par vous-même, n'est pas très très intéressante. Et elle dit simplement que donc, si on ajoute de la matière dans une structure et qu'on en fait un calcul plastique, alors assurément le multiplicateur limite va augmenter. Et ça, c'est évidemment bien réconfortant pour l'ingénieur et pour la notion de l'intuition qu'on peut avoir. D'accord, alors je reviens rapidement sur l'exemple qu'on a traité. Et donc une fois qu'on pense avoir trouvé le bon mécanisme, eh bien ce qu'on doit faire, c'est si on pense que le mécanisme qu'on a obtenu, c'était le mécanisme de panneau dans ce cas-là, avec une formation d'une rotule dans les rotules numéro 2 et numéro 4, donc c'est-à-dire aux deux coins avec des mécanismes de panneau. On voit qu'ici on avait un plus θ, donc la valeur du moment c'est plus moment plastique. Là on avait un moins θ, donc la valeur du moment elle vaut moins le moment plastique. Après, ce qu'il nous reste à faire, c'est de simplement vérifier si ce diagramme des moments il est plastiquement admissible. Et donc partout ailleurs, une fois qu'on connaît maintenant les diagrammes des moments à ces deux endroits-là, on doit retracer le diagramme des moments sur base du théorème des deux moments, qui est le théorème qu'on connaît. Et donc, en fait, pour faire très simple, si on sait que le moment vaut moins m plastique ici, là, vu qu'il n'y a pas de charge, ça doit nécessairement être linéaire. Et on voit qu'on reste partout inférieur au moment plastique, donc pas de souci. Le moment plastique va de moins m plastique ici à plus m plastique là-bas. Je les relie toutes les deux par un trait. Et puis je descends ici au milieu de PL sur 4. Donc lambda f, c'est P fois la portée qui vaut 2L divisé par 4. D'accord? Et donc ça va nous amener à, en fait, lorsque le lambda f est égal à 2 tiers de m plastique, qui est la valeur qu'on a supposée comme étant la bonne, ça va nous amener à une valeur de moment de m plastique sur 3 ici au milieu. Et donc, pas de souci, on voit que bel et bien, on est inférieur au moment plastique. Et donc, on a le diagramme des moments sur cette zone-là. Et puis finalement, on peut faire la même chose sur le poteau, où sur base de la ligne d'interpolation entre les deux moments d'extrémité, on décale une quantité qui est la même quantité, parce qu'on a une charge lambda f appliquée ici à mi-hauteur. Voilà. En fait, on trouve que le moment vaut 5 mpl sur 6, et donc, à coup sûr, on n'a pas atteint une rotule plastique à cet endroit-là, et donc le diagramme, on va dire qu'il est plastiquement admissible. Alors, il est évidemment statiquement admissible, parce que les efforts internes, je vais les calculer en équilibre avec les efforts extérieurs. Et donc le diagramme des moments qui est là-bas, il est à la fois statiquement et plastiquement admissible. Et donc j'ai le droit de le prendre et l'utiliser pour rentrer dans le théorème statique, qui va me fournir une estimation par défaut du multiplicateur réel. Et donc j'ai une estimation qui est à la fois une estimation par excès et par défaut. Et donc c'est bel et bien le multiplicateur de Ruyn réel et donc exact de cette structure. Voilà comment ça fonctionne, ça clôt l'histoire. Je suis peut-être été un tout petit peu plus long que ce que je n'avais espéré, mais voilà, j'espère que c'est pour un bien et que vous aurez bien compris toutes les explications. Ceci clôture donc voilà, toute la théorie relative à l'analyse plastique des structures. Prochain chapitre, la théorie.